Bonjour à tous. Alors, vous me connaissez, j'adore raconter des histoires un peu hors du commun avec des personnes hors du commun. Et en préparant la vidéo, en lisant l'exploit de ce gars, ça m'a touché de plein fouet. Est-ce qu'on redéfinirait pas la notion de courage? Oui, nous au quotidien, on a tendance à utiliser le mot un peu rapidement, je trouve. Je recevais encore un SMS dernièrement. Écoute, t'as raison, je vais prendre mon courage à deux mains et puis je vais sortir, même s'il pleut. Non mais madame, à tout jamais je vous demanderai de vous taire. Non, l'histoire d'aujourd'hui, ça, c'est l'incarnation du courage. Non mais je trouve qu'on devrait affiner, on devrait créer des synonymes avec des degrés d'intensité. L'intensité ultime étant réservée à Raúl Pérez Benavides, le gars dont on va parler aujourd'hui. Il est né en 1935 au Texas et on le surnommait Roy Benavides. Ça vous plaisait pas, Raúl Pérez? Non, c'est trop long, Raúl. We prefer Roy. Moi je vais l'appeler Raúl par contre. En parlant d'origine, aujourd'hui la vidéo est sponsorisée par MyHeritage qui va vous aider à construire votre arbre généalogique. Je vous propose de retrouver vos ancêtres. Pour ma part, on ne sait pas, j'ai peut-être une connexion avec Benavides. Ah bah des Espagnols qui seraient partis au Mexique, we never know. T'as une descendance allemande directe, meuf. Conocidas Winterhole? Mais voilà, c'est ça qui est hyper enrichissant, c'est que quand tu crées ton arbre, bah tu peux aussi avoir des surprises, voilà. Je peux vous dire qu'avec leurs 18 milliards de documents historiques, tu en fais des découvertes. MyHeritage va t'aider à retrouver ta descendance. Enfin, ton ascendance. Ils ont même retrouvé une photo de mon arrière-grand-père enfant. C'est simple, c'est ma mère avec des cheveux courts. Allez, ça fait quelque chose quoi. D'autant plus que s'ils retrouvent des anciennes photos comme celle-là, tu as la possibilité de les coloriser et même de les animer. Tu peux aussi retrouver des documents liés à tes ancêtres, comme ici le certificat de mariage de mon arrière-arrière-grand-père. Là, dans mon arbre, j'ai quand même pu remonter jusqu'à 7 générations. Je vous présente Godeliva. Voilà, né dans les années 1700. C'est mon arrière, bon, on est encore là demain. Enfin, c'est juste dingue de retrouver la madame, quoi. On te recrée ton histoire, et ça, c'est un moment vraiment particulier. Si ça vous intéresse d'en apprendre un peu plus sur vos ancêtres, je vous invite à aller voir mon lien en description. Vous avez 14 jours d'essai satisfaits ou remboursés, et vous avez 50% de réduction sur l'abonnement. On revient à l'histoire de Raúl, orphelin à 8 ans parce qu'il perd ses 2 parents de la tuberculose. Il sera donc envoyé avec son frère chez son oncle qui les a adoptés. Il a décidé d'arrêter l'école à 15 ans pour subvenir à ses besoins parce qu'on n'a pas tous la même vie, faut pas l'oublier. En 1952, alors qu'il n'a que 17 ans, il va s'engager dans la garde nationale texane et il va aller combattre en guerre de Corée. Pour ensuite arriver à 18 ans dans l'armée, où il rejoindra la prestigieuse 82 Airborne School, unité d'élite spécialisée en opérations d'assaut en parachute. Cette unité doit être capable d'agir partout dans le monde dans une crise en moins de 18 heures. Autant te dire que ton téléphone n'est jamais en silencieux. Oui, mon commandant? Oui, il y a eu une sonnerie avant que je réponde, ça n'arrivera plus, mon commandant. Pardon, mon commandant. J'accepte vos critiques, mon commandant, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'encore plus perdre du temps, mon commandant? C'est l'unité la plus stratégique de l'US Army. Je pose cela parce que ce serait intéressant pour la suite. US Army. On sent quand même un peu la prestance, hein. Vous êtes tombé sur leur compte Insta? Ah ben... c'est spécial. C'est Hollywood. Purple Lamborghini? Are we sure about that? Ting, 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 plus fusil d'assaut, c'est bizarre. US Air Force. En 1964, à 29 ans, Raúl fait partie des premiers 125 000 Américains à être envoyés au Vietnam. En 1965, lors d'une mission qualifiée secrète, où Raúl est déguisé en ennemi en pleine jungle vietnamienne, il saute sur une mine. C'est la fin de notre histoire, on se voit la semaine prochaine. C'était facile, mais toujours efficace. Donc il saute sur cette mine et il est évidemment gravement blessé à son pied et à sa jambe. Un groupe de Marines passe par là, il est retourné contre le sol et évidemment, il le voit habillé comme l'ennemi, il passe, il s'arrête pas. Sauf qu'il y en a quand même un qui dit « Attends, je vais le retourner, je vais quand même voir. » Et là, évidemment, il se rend compte qu'il est américain puisqu'il a encore tous ses tags américains autour du cou. Pardon? Qu'y avait-il d'inscrit sur ces tags? Major Sergeant Roy, because I'm born in the USA, but also called Raúl, par des personnes qui ont du respect pour mes origines. Bah oui, j'invente, arrêtez de me poser des questions improbables aussi. Donc le Marines dit « Ok, c'est l'un des nôtres, on le ramène à la base. » Il se fait donc évacuer dans un hôpital américain à Fort Sam Houston avec l'intention de le mettre à la retraite. Pour raison médicale. Parce que oui, j'ai oublié de dire qu'il avait aussi une grave blessure à la colonne vertébrale. Les médecins sont unanimes, il ne marchera plus. Pourtant, lui, tout ce qu'il veut, c'est retourner dans l'armée. C'est tout ce qu'il a dans la vie, il veut retourner au Vietnam.
Pourtant, les médecins lui répètent « Mais c'est foutu! Tu comprends rien ou quoi? It's finito for you in the army too, hein? Je suis né ici, elle pour rien. » Bah voilà, il suffit juste de lui expliquer calmement. Raoul insiste tellement pour pouvoir réintégrer l'armée, on lui dit « Écoute, on te laisse 1 an, mais si dans 1 an tu ne remarches pas, on te met à la retraite pour raison médicale. » Lui, il veut pas la retraite, hein. Oh non. Lui, il veut être Major Surgeon Raoul. Il veut pas être Road Veteran. Okay? Il a le sentiment qu'il y a quand même un des deux qui a plus de prestance. Il n'acceptera jamais ce diagnostic. Et il se fixera comme objectif non seulement de remarcher, mais en plus de pouvoir réintégrer l'armée. Toutes les nuits, quand les infirmières quittaient la chambre, il se concentrait pour faire bouger ses orteils. Il bougeait très peu et c'était très très douloureux pour lui. Mais il continuait soir après soir pour fortifier les muscles de ses pieds et de ses jambes. Quand il s'est senti assez en confiance, pendant 6 mois, toutes les nuits, il se jetait de son lit. Puis il rampait. Je demanderais de souligner le mime. Avec ses épaules jusqu'au mur le plus proche. Et il utilisait ensuite ses épaules et son menton pour pouvoir se relever tout seul. Autant vous dire qu'à force, son menton fait aujourd'hui également office de plateau repas. Bah 6 mois comme ça, 6 mois. Et puis c'est pratique aussi. Bah t'as 2 mains et un menton, ça démultiplie tes possibilités, vous êtes marrants vous. Après ces longs mois et une persévérance hors norme, ses efforts et sa détermination exceptionnelle ont payé, puisque non seulement il arrive à se tenir debout, mais il arrive aussi à marcher tout seul. Il déjoue les pronostics de tous les médecins, et il arrive en leur disant « Bon, bah alors qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qu'on avait dit ?» Sauf qu'ils lui répondent « Calm down, Raoul. On n'a pas envie que tu te reblesses, donc on va gentiment t'envoyer dans un poste administratif de l'armée. » Et donc voilà Raoul parti dans son job administratif en Caroline du Nord. Mais bon, vous vous imaginez bien que le mec ne s'est pas jeté de son lit pendant 6 mois pour signer 2-3 papelards dont tout le monde se fout. Parallèlement à son boulot, Raoul continue de s'entraîner, parce que son but, c'est d'intégrer les forces spéciales, dont les tests d'entrée se font également en Caroline du Nord. Donc quand il est assez préparé, il va chez ses supérieurs et il dit « Bon, est-ce que je peux passer les tests maintenant? On va commencer à m'emmerder. Je suis comme vous, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi déterminé. Jamais. » Bon, il passe les tests haut la main, autant vous dire. Et donc après avoir intégré les fameux bérets verts, il demande assez rapidement « Bon, peut retourner Vietnam ?» Pour Raoul, je sais pas si vous avez remarqué, mais la mort, c'est un petit peu sa meuf, hein, visiblement. Écoutez, s'il a envie de flirter avec elle, bon, qu'on le laisse faire finalement. Alors, spoiler alert, il va faire plus que flirter avec elle. Hein. Ah, il va l'emmener dîner, il va lui offrir des fleurs, il y aura peut-être même une petite main au cul. Hein. Bon, qu'est-ce que je raconte? Donc il repart en 1968 dans le sud du Vietnam, en pleine zone de combat, et c'est 4 mois plus tard qu'il va faire son premier match avec la mort. On a matché les gars. Let's do this. Attention quand même. Tout commence le 2 mai 1968. Il est dans son camp, bon, avec sa section béret vert, c'était son jour de relâche, et son camp était à la frontière cambodgienne. Et là, il est chill, il assiste à la messe dans la petite chapelle du camp. Je vous refais la scène un petit peu à ma sauce. No happy day. No happy day, No happy day. no happy day. 'Cause this is war. So you will die today. Die? Oh, non, non, non. Mais c'est des rap là, c'est des rap. Oui, c'était au front et ils adaptaient un petit peu les paroles, vous ne le saviez pas? Donc, au milieu de ce chant, Raoul entend une voix paniquée à la radio qui demande qu'on vienne les secourir tout de suite. C'était un membre d'une patrouille de forces spéciales composée de 12 personnes qui venaient de tomber dans une embuscade. Et dans cette équipe, il y avait des potes à Raoul. Il y avait le sergent de première classe Leroy Wright et le sergent Lloyd Frenchy Musso. Pour vous résumer la situation, ils étaient tombés dans un traquenard entourés de plus de 1000 soldats ennemis. Ah oui, là, il faut être bon en stratégo. Il te reste 3 options. J'avance, je recule, je pleure. Au même moment, Benavides entend 3 hélicoptères de combat qui rentrent à la base. Raoul fonce vers l'un d'entre eux. Quand il arrive proche de l'hélico, il se rend compte qu'il a quand même été vachement amoché par les tirs. Benavides regarde le door gunner, donc le mitrailleur, et il lui dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé? D'où vous venez? Vous venez de l'endroit de l'embuscade ?» Le mitrailleur ne répond pas. « Je te demanderai d'être poli. » Mais là, le gars s'effondre. Il avait été touché et il vient de mourir. « Oui, mais je te demanderai de reposer en paix. » Également. Raoul regarde alors le pilote et lui dit « Je sais que l'hélicoptère est endommagé, je sais que tu viens de perdre ton mitrailleur, mais là il faut qu'on se casse, il faut qu'on aille trouver ces gars et il faut qu'on aille les sauver. Et on peut pas les laisser comme ça. » Le pilote était très touché d'avoir vu mourir son mitrailleur et j'imagine que c'est pour ça qu'il a accepté d'y retourner. Oui, parce que sur le plan purement stratégique, à 2, dans un hélico à moitié amoché, il y a peut-être mieux à trouver. D'ailleurs, ils étaient où les autres bérets verts dans le camp? J'ai ma petite idée. No happy day, never happy day, no, no, no. Ah ben, mauvais calcul, hein. Pour couronner le tout, Raoul, qui s'est barré seul et un petit peu dans la précipitation, vient de se rendre compte qu'il a oublié son fusil. Au moment où il survole la canopée, hein, donc la jungle vietnamienne, oui, parce qu'il va falloir le dropper dans la jungle au milieu des ennemis en plus, hein. Il se dit, ah, c'est con, j'ai juste un couteau et une trousse de secours. Non mais, force spéciale ou force bancale? Aiguillez-nous.
Parce que si je résume, tu viens quand même de te barrer pour un combat à 12 contre 1000 avec un sparadrap et un canif. Je peux te dire qu'il y a une frontière entre culot et connerie, tu l'as franchie. Raoul, por favor, que coño estás haciendo? C'est quoi? Oh putain, il y a une guêpe dans mon studio, what the hell? Excusez-moi, j'ai voulu faire un aparté avec le héros, je me suis fait attaquer par une guêpe. Bon, je parle, entre-temps, ils sont déjà arrivés à l'endroit de l'embuscade. Ils arrivent à repérer les 12 gars qui sont complètement encerclés par l'ennemi. Ils arrivent à les repérer parce qu'ils ont fait un petit feu, pour signaler leur position. Leur position de merde, hein. Pardon, l'hélico essaye de se poser une première fois, pas moyen, il se fait canarder. Le pilote dit à Raoul, si tu sautes ici, tu es mort. Je te rappelle quand même que tu vas devoir sauter à l'aveugle, dans une jungle, au milieu de l'ennemi. Raoul lui dit, pose-moi 100 mètres plus loin, je me démerde. Mais tu es malade. Je marche grâce à mon menton, mais tu peux pas comprendre. Et il saute. Dans la gueule du loup. Mais parfois dans la vie, les gars, quand tu fais quelque chose à laquelle personne ne s'attend, ça peut déstabiliser. En l'occurrence, là, les soldats vietnamiens qui ont vu débarquer du ciel un mec sans parachute qui s'est écrasé dans la jungle, brandissant son sparadrap, ils ont quand même eu une minute d'hésitation avant de tirer. Hein? Ça a probablement sauvé ses fesses dans cette histoire. Du coup, Benavides profite de ce moment un petit peu de latence et commence à sprinter pour rejoindre les 12 gars. Bon, il prend quand même une balle d'AK-47 dans la jambe. Ils sont choqués, mais ils sont quand même pas complètement cons. Là, Benavides roule boule dans un buisson, mais ça ne l'arrête pas du tout. Il continue sa progression. Mais là, une grenade explose juste à côté de lui. Ça le projette. Et ça projette également des éclats d'obus dans son visage. Autant vous dire que le sang coule partout sur son visage quand il arrive près des hommes à sauver. Finalement, il parvient à s'essuyer pour un peu voir ce qui se passe, et ce qu'il voit ne lui plaît pas du tout. La situation est très critique, 4 membres de la patrouille sont déjà morts, et beaucoup d'autres sont blessés. Il prend un fusil et commence à faire des piqûres de morphine aux blessés. Comment il a priorisé ? Ceux qui criaient le plus fort. Il s'empare d'une radio, parce que n'oubliez pas, force spéciale, mais également 82, Air School, Airborne, Skoko. Donc contrôler des opérations aériennes du sol, il connaît. Il commence à diriger les frappes aériennes sur l'ennemi, tout en faisant bouger la patrouille vers un endroit plus safe, parce qu'il se rend compte que l'endroit n'était pas vraiment propice pour se cacher. Il y avait un buisson et un petit monticule fait par une taupe, c'est un peu la cata. Donc faut bouger. Donc je vais vous emmener dans un endroit plus sûr, et en même temps un endroit où l'hélico peut se poser pour faire une mission d'extraction, tout en escortant les blessés. Donc je sais pas si vous imaginez, mais c'est un bordel monstre. Oui, bombe 52 degrés ouest, pour l'hélico d'extraction à 3h, et ta mère à midi. Pardon ? Tout ça en tirant 2 mecs à bout de bras, ok? Alors pendant ce temps-là, il se fait retoucher par une autre balle, mais il fonctionne à l'adrénaline et il dévie pas de son objectif. Sous les ordres de Benavides, les avions lâchent sur les lignes ennemies des bombes au napalm. En plus, faut pas oublier que là, on est sur un périmètre très réduit, ça veut dire que quand il donne les ordres pour les frappes aériennes, avec une visibilité plutôt dégueulasse, il risque clairement sa vie et la vie de ses potes en même temps. L'hélico parvient finalement à se poser et les mecs commencent à monter à bord. Où est Benavides? Il a été récupérer son pote, le sergent Wright. Pourtant, quand il arrive, il voit qu'il est décédé. Mais ça l'arrête pas, il veut absolument le ramener. Donc il tire, puis il commence à se rendre compte qu'il se fait canarder aussi. Et il a pas le choix, il est obligé de l'abandonner et de continuer à courir vers l'hélico. Là, une 3e balle le touche à l'estomac, ce qui fait qu'une partie de ses intestins sont maintenant à l'extérieur de son corps. Ok, great! 2 secondes plus tard, une autre grenade explose à côté de lui, projetant encore des éclats d'obus dans ses poumons et sur son visage. Là, il tombe évanoui. Oui, je suis comme vous, je me dis quand même, bon, c'est la moindre des choses. Il a quand même perdu énormément de sang, il a 23 trous dans l'ensemble de son corps. Oui, on serait déjà avec Jesus. Quand il reprend connaissance, il se rend compte que le pilote de l'hélico a été abattu et que l'hélico est en feu. Il se lève, il s'attelle donc maintenant à ressortir les mecs de l'hélico. Oui, c'est une chaise musicale. C'est un parcours sans fin. Raoul est de plus en plus aveuglé par le sang qui coule sur son visage. Je peux vous dire que quand ta main devient une visière anti-sang, tu sais que les 3 notes ne sont pas loin. Hein. Les 3 notes, oui. On est reparti au combat. Raoul, aveugle, continue de donner des ordres pour les frappes aériennes. Le gars, dans ces conditions, est contraint de devenir un petit peu chaman, j'imagine. Le vent est chargé de pollen d'arbres à papaye. Un cheveu et demi. Ils sont au nord. 52 degrés nord, lâchez tout. Puis soudain, les pilotes d'avion n'entendent plus aucun ordre. Benavides est mort? Mais quelques minutes plus tard, Benavides est de retour. Et il donne encore plus d'ordres de frappe. Le vent a tourné, y a plus papaye. C'est des cocotiers maintenant et ils viennent du sud. Changez de cap, bordel, changez de cap. Il n'a pas répondu pendant quelques instants parce qu'il était retombé évanoui. Mais là, ça va. Il a quand même 40% de ses organes internes qui sont externes. Ça va poser un problème à un moment, je crois. Vous dites? Ok, il y a enfin un autre hélicoptère qui s'est posé pour venir les choper. Raoul arrive pour refaire monter tout le monde à bord. Il reste concentré sur sa mission, c'est choquant. Il veut sauver tout le monde. Lui-même est à moitié mort, mais il continue de guider tout le monde. Puis là, il veut enfin monter à bord, mais un soldat vietnamien tapis dans l'ombre se lève et lui fout un coup de crosse dans la tête. Là, classique pour Raoul désormais, il fait une petite roulade et tombe inconscient. Et il se réveille parce que le gars est en train de le transpercer avec sa baïonnette. Oui, lui, il se réveille dans des situations où toi tu décèdes. Là, il décide d'attraper la baïonnette, de la retirer de son corps. Ok? Il attrape la lame avec sa main gauche. C'est peut-être une connerie. Il se blesse évidemment grièvement. Ça déséquilibre le Vietnamien qui arrive un peu à le toucher à son bras gauche. Mais là, il se souvient. Qu'est-ce que j'ai dans ma poche? C'est le truc qu'il a. Son couteau. Et bam! Il a poignardé son ennemi.
Et lui, il est mort parce que lui, c'est quelqu'un de normal, donc quand il est poignardé, il décède. Bon, c'est fini là, oh? Non, parce que même le scénario de Fast and Furious 48, il sera pas aussi what the fuck. Eh ben non, c'est pas fini. Au moment où il aide son pote Musso, deux assaillants qui surgissent. Bon, là, il tergiverse pas, il attrape un AK-48 et il les démonte. Tu vas maintenant monter dans cet hélico par pitié. Eh ben là, il dit attends, y a pas encore un autre gars qui traîne là? Je vais aussi l'aider. Dépêche-toi vite, vite, dégage. J'en peux plus. Finalement, il monte dans l'hélico avec tout le monde. Il a tout le monde, on a tout le monde, c'est bon, on peut y aller? Bon, oui, ben on est 4 ans plus tard. Et là, l'hélico s'en va et les dégage de cet enfer. Du coup, après, les médecins prennent en charge Raoul, et je vais pas vous mentir, ils savent pas trop par où commencer. Bah, le gars a 37 trous dans le corps. Ça devient plutôt compliqué. Quelques heures plus tard, Raoul se réveille, de nouveau à un moment improbable, puisqu'il est dans un sac mortuaire, prêt à être zippé et à être foutu dans le freezer. Mais Raoul est toujours aveugle parce que le sang a scellé ses paupières, et il sait pas parler parce qu'il a la mâchoire fracturée. Qu'est-ce qui lui reste comme choix? Eh ben, il crache sur le médecin, ni plus ni moins, qui a dû quand même un petit peu halluciner. Je déclare donc la mort du monsieur... Vous trouvez ça marrant? Raoul va être transféré au Japon pour recevoir des soins et ensuite il aura une année de rééducation au Texas. Son acte de courage, de bravoure et sa résilience incroyable ont permis de sauver la vie de 8 de ses compagnons d'armes. 12 ans plus tard, c'est le président Ronald Reagan qui lui décernera la médaille d'honneur le 24 février 1981. Le président Reagan qui était un ancien acteur et qui lui a dit « Même Hollywood n'aurait pas pu faire mieux ». Raoul est décédé à 63 ans des suites de complications dues à son diabète. Il est enterré à Fort Sam Houston où 30 ans plus tôt, il s'était juré de remarcher, mais il s'était aussi juré de réintégrer l'armée. Durant cette mission au Vietnam, là où nous, on aurait tout simplement chié dans notre froc, lui, il n'a pensé qu'à une chose, aller sauver ses amis. Ce genre d'histoire me fait vraiment du bien parce que je pense souvent à ce principe qui dit que pour toute force, il existe une force contraire. Donc pour toute action négative, il y a une action positive en retour. Et on a tendance, surtout en ce moment, à voir un petit peu le négatif. Et donc de voir ce gars, que la vie n'a pas épargné, se battre pour les autres au péril de sa vie, bah moi ça me fait du bien au moral, voilà. Et puis le gars modeste, hein, grande classe. A lot of people call me a hero. I appreciate the title. But the real heroes are the ones that gave their life for this country. Définition de courage, force morale, fait d'agir malgré les difficultés, fait de ne pas avoir peur. Roy, non. Raúl Pérez Benavides. Je vous retrouve dans 2 semaines, prenez soin de vous, à très vite, ciao!